C'est une métaphore exclusivement illustrée et détachée de toute référence à la réalité du poète pendant l'invasion orageuse de son inspiration, avec ses hallucinations, ses rêves et ses cadences rythmiques à l'heure mystérieuse de 3h30 du matin, comme nous le signale le titre du tableau. Golgotha, 1912. Aussi étrange que ce paysage puisse paraître, la dimension magique de la peinture montre malgré tout la réalité avec cohérence. Dans la structure lumineuse des plans, tous les mouvements dépeints, toutes les évocations miraculeuses prennent un ton de fable, de conte de fées et de légende. Le soldat bois, 1912. C'est une des premières parmi les toiles burlesques décrivant des scènes à l'atmosphère un peu éméchée de la vie provinciale russe. Seul le buste du soldat assis derrière le bar est dépeint, avec son épée en tenue de cérémonie. La moustache frisée et le visage rouge, il regarde fixement l'observateur. Il s'agite dans tous les sens, soulignant qu'il est une personne importante d'un geste majestueux de la main. Il frappe sur la table, exige un nouveau verre et devient si excité qu'il en perd son chapeau. Le samovar est posé majestueusement sur la large table inondée par la lumière du soir, le coucher de soleil rayonnant derrière une hutte de paysans. Nous savons même de quoi notre héros se vante. Le petit couple amoureux indique que l'histoire est une aventure galante. Le joueur de violon, 1912-1913. C'est le plus grand et le plus riche travail de la série de personnages dans lesquels Chagall peignait les scènes typiques se rapportant à son enfance. Le joueur de violon était le personnage central des fêtes juives dans la banlieue russe. Sa mélodie accompagnait toujours les événements de la vie, naissance, mariage et obsèques. Le juif solitaire et son violon, battant la mesure avec ses bottes sur le toit d'une hutte en bois minuscule, peint comme une énorme figure devant le crépuscule neigeux d'un village russe. Le joueur de violon se tient au premier plan, majestueux comme si c'était sa place dans le monde. Un arbre florissant de contes de fées, peuplé d'oiseaux, donne la touche poétique. Trois êtres minuscules et colorés regardent ensemble avec émerveillement l'imposant joueur de violon. Derrière cette scène, séparée par une zone d'obscurité d'un noir profond sur laquelle une église et des maisons indiquent le village, apparaît la perspective arrondie du champ enneigé dans le crépuscule. Pas une âme en vue, mais des empreintes de pas, avançant rapidement dans le cercle à droite, montrent le chemin du destin. Les maisons et leurs chaudes lumières brillant aux fenêtres créent une frontière entre le champ et le ciel noir. Au-dessus, flotte dans un bleu clair, un enfant au halo doré. Le travail de Chagall était très proche des idées de l'impressionnisme allemand. Ce n'est donc pas par hasard, en ce début d'été 1914, qu'il fut le premier à être exposé à Berlin. Dans le premier salon d'automne à Berlin en septembre 1913, Chagall a présenté 3 de ses travaux principaux. Dédié à ma fiancée, à la Russie, aux ânes et aux autres, et Golgotha. En juin 1914, a lieu à la Galerie Sturm à Berlin une exposition personnelle de Chagall. Cette exposition l'a rendu célèbre. C'est dans ce contexte concret que Chagall a acquis le rang de peintre européen.
Cela s'est exprimé dans ses peintures par une tension intellectuelle entre la force du rêve de la Russie, le rationalisme de la France et le romantisme de l'Allemagne. L'exposition de Berlin a aussi eu de grandes retombées sur la vie privée de Chagall. Après avoir quitté Paris, il a voulu revoir sa patrie et sa fiancée Bella. Jour de fête, le rabbin au citron, 1914. Dans cette toile, un juif grave apparaît devant les marches de la synagogue avec les attributs de la fête Sukkot, avec sur sa tête une étrange version réduite de sa propre image. À son arrivée à Vitebsk, mi-juin 1914, la déclaration de guerre réduit à néant son projet de retour à Paris. Dans un premier temps, il est resté chez ses parents, épousant Bella l'été 1915. Le Juif en vert, 1914. En 1914, Chagall était retourné à Vitebsk. Pendant les dernières années à Paris, sa pensée était constamment tournée vers les personnages typiques de la banlieue de Vitebsk, et maintenant, il les avait vivants devant lui. Un jour est arrivé le Juif vert. Il était le Pope de Slousk. Il l'a peint comme un vieil homme doux, voûté avec résignation sur sa chaise, son visage vert illuminé par l'or de sa barbe. Il semble être assis sur un mur en pierre, comme si c'était un banc sur lequel étaient gravés les saints textes hébreux. Le chapeau russe à visière montre qu'il appartient au temps présent. La veste du vieil homme, délavée par l'âge, le place hors des limites de la réalité. Ses mains reposant sur ses genoux, la main d'or rappelle le visage, surprise dans la méditation, tandis que l'autre, tel un marbre blanc, semble interpréter et répéter avec son index les mots d'un scénario usé. En septembre 1915, Chagall a été forcé d'aller vivre à Pétrograd. Pour éviter le service militaire, il est allé travailler dans un bureau d'économie de guerre. En été 1917, retour à Vitebsk pendant les 2 mois de vacances. Durant ce temps, il a peint une importante série de paysages. La Maison Bleue, 1917. Au premier plan, une de ces maisons en bois russe, faite de rondins dégrossis, debout sur le bord de la rivière étroite, accrochée à la pente par un mur d'appui de briques rouges. À l'arrière, un chemin descendant vers la rivière, avec la prairie en pente douce, de chaque côté. Plus haut, sur le quai plus éloigné et se reflétant dans la rivière, les maisons bourgeoises en pierre du cœur de Vitebsk, surmontées de la silhouette baroque du monastère, couronne immense dans le ciel gris. L'Isba est peinte d'un bleu lumineux qui annonce la mélodie développée des couleurs. La toile apparaît comme un arc-en-ciel, transparente comme du cristal. La promenade, 1917. Pendant l'hiver 1917-1918, Chagall a créé sa composition figurative la plus célèbre. La toile montre un enthousiasme débordant pour la vie et le côté grisant de la liberté et de l'optimisme, engendré par la Révolution d'octobre 1917. Après la Révolution, il est retourné à Vitebsk, où il est nommé en été 1918 commissaire des Beaux-Arts. Il inaugure une académie de peinture et invite Malevitch à se joindre à lui. Mais bientôt, tout les oppose et Chagall, en mai 1920, donne sa démission et part s'installer à Moscou, où il s'intéresse particulièrement au théâtre juif Kémény. Composition avec cercle et chèvre, 1920. Peint à Moscou, ce tableau montre un acte de balancement simple composé d'éléments géométriques. 2 cercles, bleu foncé et bleu clair, reposent, l'un sur l'autre, sur un rayon blanc qui semble se balancer sur le point d'appui d'un carré blanc. Chagall commence à être fatigué des discussions constantes sur l'art en Russie.
il a voulu retourner à Paris et au printemps 1922 trouve l'opportunité de quitter la Russie. Après un bref séjour en Lituanie, il repart pour Berlin. Pendant son séjour d'une année à Berlin, il a découvert que les peintures qu'il avait laissées avaient été vendues, mais malheureusement l'inflation ne lui laissait pas grand-chose, hormis la célébrité. L'éditeur Vollard avait demandé à Chagall de faire quelques illustrations de livres. En septembre 1923, Chagall, de retour à Paris, a tout de suite commencé à travailler sur l'illustration du livre de Gogol, Les âmes mortes. En 2 ans, il a exécuté une excellente série de 107 gravures. L'Auge, 1925. La composition est une copie d'une gouache de 1912. En dehors du petit oiseau de conte de fées, il montre une paysanne penchée en avant dans une pose expressive, remplissant l'auge devant l'air méfiant du port. Mais l'événement important des années parisiennes de Chagall a été sa découverte de la campagne française. De cette harmonie avec la nature est née son idée d'illustrer les fables de La Fontaine. Vie paysanne, 1925. Au premier plan, un jeune paysan, gai dans son bleu de travail de la paysannerie française, mais avec un chapeau à visière russe, nourrit son gracieux petit poney d'une betterave à sucre. Derrière eux, dans un arc-en-ciel de couleurs, toute une variété de petites scènes. En plus de ces merveilleux tableaux sur la vie campagnarde, le cirque a aussi retenu l'attention de Chagall. De nouveau, ce fut l'éditeur Vollard qui l'a dirigé dans cette direction, grâce à une commande pour Folio de peinture sur le cirque. L'Écuyère, 1927. Dans la chaste pose d'une Vénus, elle se couche nue et détendue sur son cheval blanc, comme sur une peau d'ours, imitation vivante d'une statue antique. L'Écuyère, 1931. Le gracieux corps de la jeune écuyère, le doux rose de son décolleté embellissant sa robe et le rouge de son éventail apportent à la scène les accents colorés, tout comme le tapis de selle richement décoré de son cheval blanc. Sa tête, doucement inclinée, il tient un violon fleuri. La cavalière est enlacée par son amoureux, portant un costume de velours vert. Ce furent de bonnes années, heureuses et intenses. Chagall était à ce moment-là un peintre célèbre, reconnu par la société et profitant pleinement pour la première fois de la vie festive de Paris, scintillante dans toute son élégance. Cette plénitude se ressent dans sa peinture. Déjà dans ses toiles en 1924 se reflétait une attitude classique et élégante. En 1930, c'est l'apothéose, dans ses magnifiques peintures de l'Écuyère et l'Acrobate. Mais depuis 1931, la vie commençait à changer. Les temps étaient devenus plus difficiles. La persécution nazie des Juifs avait commencé, surtout en Allemagne. Ce changement d'atmosphère avait éveillé en Chagall le désir d'une peinture plus profonde et plus sérieuse. Une nouvelle source d'inspiration en accord parfaite avec une réflexion profonde sur l'orchestration des couleurs est apparue au bon moment. C'était l'illustration de la Bible. De nouveau, c'était une idée de Vollard. Il a suggéré que Chagall puisse illustrer la Bible par une série de gravures. Chagall a immédiatement accepté et pour démarrer sa recherche est parti en Palestine pendant 2 mois au printemps 1931.